Eh bien oui, nouvelle année, donc nouveau logo, nouveau générique. Bon, vous me direz, il était temps que ça change, vu que c'était les mêmes depuis le début de la chaîne. Ah oui, par contre, ça changera pas, hein. Enfin, si, il y aura forcément de moins en moins de cheveux, mais bon. Ouais. Bref, on n'est pas là pour parler de mes cheveux, mais plutôt d'une petite console édition limitée, Game & Watch, que Nintendo a sorti en novembre dernier, et qui est là pour commémorer le 35e anniversaire de leur série de jeux Super Mario, et aussi le 40e de leur gamme Game & Watch, puisque la première est sortie en 1980. Un abonné de la chaîne qui a pour pseudo Grishenko a tenu à m'en faire parvenir un exemplaire, donc je le remercie chaleureusement. Et comme ces derniers temps, j'ai consacré quelques épisodes aux consoles next-gen de Sony et de Microsoft, je me suis dit que ça serait l'occasion aussi de parler un petit peu de celle de Nintendo. D'ailleurs, à ce propos, je vous réserve aussi une petite surprise dans les semaines à venir. Tiens, c'était quoi ça ? Alors cette petite console Game & Watch qui possède un écran couleur a été mise sur le marché à 60 €, mais Nintendo a assez rapidement baissé son prix puisqu'il est aujourd'hui de 50 €. Sympa, non ? Alors ici, vous le savez, on est sur une chaîne d'électronique, donc je ne vais pas la passer en revue ni la tester. Je suis pas là pour ça, d'autant plus que je suis persuadé qu'il y a suffisamment de chaînes consacrées aux jeux vidéo qui s'en sont déjà chargées. Non, par contre, ce qui va nous intéresser, c'est ce qu'elle a dans le bid pour analyser en détail son système. Et on va même peut-être apprendre des choses, qui sait. Bon alors, je vais pas vous faire l'affront de présenter un unboxing dans lequel pendant 5 minutes je dirai des banalités pour faire du remplissage avant d'aller à l'essentiel, un peu ce que beaucoup font d'ailleurs. Bref, avec moi, vous allez voir, ça va être vite expédié. Donc j'ai déjà sorti le minuscule câble USB de 20 cm, d'ailleurs j'ai jamais vraiment compris pourquoi les fabricants fournissaient des câbles aussi courts vu ce que ça leur coûte. Par contre Nintendo part du principe que vous avez déjà un chargeur USB, et ils ont raison, c'est en effet le cas de la majorité des gens. Voici la console, elle mesure 112 mm de long sur 67 de large et 10 d'épaisseur. Le bouton pour allumer et l'éteindre est ici, le port USB-C pour recharger sa batterie est là, et de l'autre côté se trouve une petite fente derrière laquelle il doit sans doute y avoir le haut-parleur. Un boîtier en plastique qui me paraît plus cheap que ceux des années 80, et si on jette un coup d'œil de l'autre côté, il est inscrit que la recharge doit se faire en 5 volts et au moins 200 mAh. Et un détail que Nintendo a retiré, c'est cette petite béquille justement placée au dos qui permettait de la faire reposer verticalement pour que sa fonction d'horloge prenne tout son sens sur un bureau, parce que là, c'est plus le cas. Alors concrètement, il y a 3 jeux, Super Mario Bros 1 et 2, et un troisième qui est un jeu de jonglage comme celui qui était sorti en 1980 et qui ressemblait à ça. Et en termes d'expérience de jeu, on a tout simplement l'impression de jouer à Super Mario Bros de la NES, mais sur un écran LCD couleur de 5 cm sur 4. Mais bon, on n'est pas là pour jouer, mais pour la décortiquer, et en termes de visserie, on retrouve les Tri-Wing que Nintendo a coutume d'utiliser avec ses consoles et kits de dev. Alors au niveau de la circuiterie, tous les composants sont montés en surface et en plus de la carte mère, il y a 3 autres éléments indispensables, l'écran qui se trouve en dessous, le haut-parleur et la batterie. Pour ce qui est justement de la batterie, c'est une lithium-ion capable de délivrer 525 mAh en 3,7 volts, soit un peu moins de 2 Wh. Pour le reste, je vous propose de passer au microscope pour une observation détaillée. Le bouton on-off que l'on voit ici est un simple bouton poussoir qui n'est là que pour réveiller ou mettre en sommeil le CPU. Au niveau du port USB-C, on peut constater que seules les broches 5V et masse sont connectées, ce qui sous-entend que le canal de données est ignoré et que la console n'est pas prévue pour échanger par ce port USB. On survole ensuite le circuit intégré en boîtier VQFN qui gère la batterie et notamment son chargement. C'est un BQ2407 de chez Texas Instruments, juste à proximité du connecteur de la batterie que l'on voit ici, ce qui est plutôt logique. On poursuit notre chemin et on tombe sur le connecteur d'alimentation de l'écran LCD. Et cette puce de silicium de 1,65 mm de long est un DA9230, un régulateur de tension / convertisseur buck de grande précision qui joue un rôle important aussi bien pour alimenter l'écran que pour le chargement de la batterie. Vous pouvez voir ces minuscules billes en dessous, soudées au circuit imprimé, et il y en a 12 en tout. Quelques convertisseurs de courant continu en boîtier SOT23, et on arrive enfin sur la mémoire flash de 8 Mbps, soit 1 mégaoctet, qui contient les programmes de jeu. On va s'y attarder dans un instant puisque je tenterai de lire sa mémoire et analyser son contenu. Juste au-dessus se trouve une grosse nappe flexible et son connecteur qui n'est autre que celui de l'écran LCD par lequel vont transiter les signaux pour afficher les pixels. Il y a exactement 33 broches à ce connecteur, toutes reliées au CPU de la console.
Et puisqu'on parle de CPU, voici la bête juste à ses côtés. Il s'agit d'un microcontrôleur 32 bits ARM Cortex M7 de la famille STM32H7 qui dispose de 128 kilo-octets de mémoire flash interne, de 1,4 mégaoctets de RAM ainsi que de toute une tripotée de fonctionnalités qui le rendent largement assez puissant pour gérer cette console. Mais on va y revenir après avoir fini notre tour d'horizon. Et d'ailleurs, juste ici se trouve son minuscule quartz qui permettra de le cadencer, sachant qu'en interne sa fréquence d'horloge est de 280 MHz. Et voyez que le signal du quartz rentre par les deux broches des pointeurs verts. Un dernier minuscule circuit intégré au format WL-CSP, c'est-à-dire sans boîtier, et il s'agit d'un amplificateur audio mono de classe D capable de gérer une charge de 4 ohms jusqu'à une puissance de 3 watts, ce qui est bien suffisant pour le haut-parleur de cette machine, haut-parleur que l'on découvre d'ailleurs ici sur lequel il n'y a rien de particulier à dire. Par contre, ce qui va nous intéresser tout particulièrement dans un instant, ce sont ces 5 vias qui représentent le port d'accès de test JTAG du microcontrôleur et dont j'ai identifié les broches comme vous le voyez là selon le protocole SWD, on va y revenir. Je continue le décortiquage pour aller jusqu'à voir comment est constitué l'écran, si tant est qu'on puisse le voir, mais auparavant il faut bien entendu retirer la carte mère. Et de l'autre côté, il n'y a aucun composant, ce qui n'a rien de surprenant puisqu'on a juste besoin des contacteurs pour les boutons. Et l'écran à proprement parler se trouve sous ce cache de protection blanc, donc je vais tenter de le retirer délicatement. Voilà, maintenant on passe au microscope d'observation pour voir s'il y a des détails intéressants qu'on peut relever. Voici une vue un peu plus détaillée de la nappe flexible avec ses 33 connecteurs dorés, et la plus petite avec ses 4 connecteurs pour l'alimentation du rétroéclairage. Et ces 3 minuscules connecteurs blancs ont justement un rapport pour répartir le courant au niveau du rétroéclairage de l'écran. Tous ces petits points n'ont bien entendu aucun rapport avec les pixels, ils sont juste là pour améliorer la diffusion du rétroéclairage sur toute la surface. On ne peut pas voir la matrice des pixels de cet angle de vue parce qu'elle se trouve de l'autre côté sur une couche supérieure. Alors concernant cet écran, je ne vais pas aller plus loin parce qu'il est solidement collé au cadre du boîtier. D'ailleurs, je pense pas qu'on en apprendra beaucoup plus sans être obligé de retirer le rétroéclairage pour voir éventuellement la matrice de pixels qui est dans le masque LCD. Par contre, il y a une dernière chose que je peux vous montrer avant de passer à la suite. C'est un cliché Orient X de l'ensemble de la console qui a semble-t-il été fait par un hacker espagnol et qui nous donne une vue bien sympathique sur toute sa circuiterie. Et vous noterez au passage que les puces de silicium à l'intérieur des boîtiers ne se voient pas au rayon X. Ce que vous voyez dans ces boîtiers, ce sont les supports qui sont des petites plaques métalliques sur lesquelles sont collées les puces, ainsi que le pontage, c'est-à-dire la liaison filaire entre les plots de la puce et ceux du boîtier. Bon, maintenant qu'on a fait le tour de tous les composants qui constituent cette console, je vais désormais pouvoir m'intéresser au contenu logiciel de ces deux principaux composants, à savoir le microcontrôleur STM32H7 et la mémoire flash de 1 mégaoctet. Et pour ça, je vais utiliser ma sonde de débogage J-Link pour le microcontrôleur et mon programmeur universel Mini Pro pour la mémoire flash. Pour l'opération, j'alimente la console en USB et non plus par sa propre batterie. Et pour relier la sonde J-Link au port de débogage de la console, j'utilise des micro-crochets de test pour analyseur logique, ce qui me permet d'éviter de souder des fils. Chacun des 5 crochets est relié à la borne équivalente du connecteur de la sonde pour que la communication puisse se faire entre la sonde et le microcontrôleur selon le protocole SWD. Et tout ça est contrôlé depuis mon PC. Ça se passe en ligne de commande, j'établis la connexion. Et voilà, je suis maintenant directement connecté au microcontrôleur. Sauf que, il vient de se produire un incident, et pas des moindres, mais malheureusement, j'étais pas en train de capturer l'écran de mon PC quand ça s'est produit, donc je peux rien vous montrer. Mais pour faire court, ce qui s'est passé, c'est que j'ai malencontreusement forcé la protection active en lecture, le fameux RDP Protection Level, malgré le fait que la sonde m'ait signalé que le microcontrôleur était protégé en lecture. En fait, comme c'est très souvent le cas, l'interfaçage de debug de ce type d'appareil est verrouillé en usine. Et ça permet d'éviter qu'on puisse récupérer facilement le firmware, le modifier et le réinjecter dans le microcontrôleur. Et tout ça est réglé par le niveau de protection RDP. Mais je suis allé un petit peu trop vite dans les manips et ça pardonne pas. Et ça a pour conséquence de bloquer l'accès au firmware dans le microcontrôleur. Et du coup, la console reste définitivement éteinte. Alors, ça ne veut pas dire pour autant que la console est définitivement hors d'usage, mais c'est relativement compliqué de rétablir la situation, donc il est clair que je ne vais pas faire ça là maintenant.
Bon, malgré cela, je peux quand même récupérer le contenu de la mémoire flash parce qu'elle n'a pas été affectée par l'incident. Je vais utiliser pour ça cette petite pince dont les connecteurs sont en contact avec chacune des 8 pattes du boîtier de la mémoire. Et c'est grâce à ce programmeur universel qu'il sera possible d'aller lire les 1 048 576 octets qu'elle contient. La référence MX25U8035 est bien sélectionnée, je peux donc lancer la lecture et récupérer les données. Voilà, pas d'erreur à l'horizon, on peut voir ici en hexadécimal tous les octets lus, donc il est temps de faire une petite analyse rapide du fichier binaire que j'obtiens. Et à première vue, c'est particulièrement dense et très binaire, donc soit ce sont des données compressées, soit elles sont chiffrées pour éviter là encore qu'on cherche à les modifier facilement sans aucune forme de protection logicielle. Cette protection n'est probablement pas très élevée, mais elle est suffisante pour dissuader les moins expérimentés. Et quand on calcule son entropie, on obtient quelque chose de très chaotique, ce que démontre la prédominance de la couleur rose sur ce graphe, donc une entropie très élevée, et ce genre de résultat est assez caractéristique d'un chiffrement de données, on peut d'ailleurs constater qu'elle reste élevée sur quasiment l'ensemble du fichier. Bref, déchiffrer ces données n'est pas une tâche impossible, mais nécessiterait beaucoup de temps et de méthodologie, et serait surtout complètement hors sujet par rapport à cette vidéo. Bon, donc voilà, je vois pas trop ce que je peux dire de plus. Si vous êtes un ou une fan absolue de la première heure ou grand nostalgique du rétro gaming et vouloir absolument posséder un objet de la marque dit de collection, ok, pourquoi pas. Mais bon, 50 € quand même. Ça sent quand même la bonne opération pour Nintendo, hein. C'est un appareil qui est finalement pas très cher à concevoir et qui n'est rien d'autre qu'un émulateur spécifique pour lire leur ROM NES et qui va leur apporter un bon petit paquet de dollars. Et vous savez quoi? Je ne serais même pas surpris si un jour, pour le fun, un hacker venait à faire tourner une version de Doom dessus. Bref, voilà, merci d'avoir suivi cette toute première vidéo de l'année jusqu'au bout. Je vous laisse le soin de mettre votre petit commentaire si ça vous tente ou autre chose. Et moi, je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour un tout autre sujet. Ciao!